Bien, alors on va commencer par les questions à Mathilde Damoiselle, qui est la réalisatrice donc, du film. Bon, tout à l'heure je vous ai présenté très succinctement, vous pouvez en dire un petit peu plus. Vous êtes née, vous, après 68. Ah oui, moi je suis un bébé de la loi Veil. Voilà, exactement. Mais je sais qu'en tant que réalisatrice, vous avez réalisé plusieurs films, plusieurs documentaires, Ouais, donc je vous laisse principalement des documentaires d'histoire sur des sujets très variés. Ce film sur les féministes, c'était un moyen de retourner à ma formation initiale, puisque j'ai fait mes études d'histoire et une thèse inachevée en histoire des femmes, sur les femmes dans la résistance et leurs conditions à la libération. Et j'ai travaillé un petit peu partout dans le monde. Il y a 10 ans, j'avais fait un film qui s'appelle Le ventre des femmes, qui était une enquête sur les stérilisations forcées menées au Pérou à l'encontre des femmes indigènes et sur l'instrumentalisation de cette histoire par les mouvements anti-avortement. Et c'était toute une réflexion sur le ventre des femmes comme champ de bataille. Une bataille entre ceux qui pensent que contrôler la fécondité des femmes contre leur volonté est un moyen de lutter contre la pauvreté. Et à l'inverse, tous les mouvements mondiaux anti-avortement extrêmement puissants qui s'étaient emparés du cas de ces femmes stérilisées pour mener leur agenda. Et ce que je voulais montrer, c'était que le corps des femmes est toujours et encore dans le monde un champ de bataille et l'objet d'une appropriation par des politiques même contradictoires. Ce qu'on voit très bien d'ailleurs dans la partie 1 de votre film qu'on a visionné ce soir. Alors, dans une interview que vous avez donnée au magazine 50-50, qui est un magazine connu des associations et des mouvements féministes, vous dites, et là je cite, « Il a fallu des femmes remarquables, très déterminées, portées par une vision et la conscience de leurs conditions pour faire bouger les lignes. » Alors ça, moi j'ai trouvé que vous le montrez très bien à travers vos deux films, votre film en deux parties que j'ai vu. Et à travers justement une sorte de dimension épique et presque romanesque, tout en restant dans une certaine rigueur de l'histoire, je trouve, et en portant, mais vraiment avec une grande fougue, la voix de toutes ces femmes de notre passé. Alors, les questions que j'avais envie de vous poser sont celles-ci. Maintenant, évidemment, vous aurez aussi la parole, après que j'ai posé les questions à nos deux intervenantes ce soir. D'abord, moi, j'ai envie de savoir quelles sont les motivations qui ont présidé donc à la réalisation de ce film, qui retrace vraiment l'épopée de l'histoire des femmes et des luttes féministes. Comment vous avez construit ce documentaire ? Quel a été votre but? Quel a été votre objectif? Et alors, évidemment, il y a tout le travail d'archives, travail archivistique qui est vraiment étonnant et phénoménal. Alors, comment vous avez effectué justement ce choix des archives? Avec qui? Quelles ont été les personnes qui ont travaillé avec vous? Quelle était la méthode que vous avez utilisée? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ou pas? Comment vous avez sélectionné aussi, pour ainsi dire, les femmes de cette grande histoire des féministes, parce que il y en a d'autres qu'on ne voit pas, bien sûr. Qu'on peut découvrir évidemment dans le 5 volumes de l'histoire des droits des femmes, de Michel Perrault et Georges Duby. Donc je veux dire, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits depuis avec des témoignages. C'est très facile de se les procurer et de les lire, et c'est un vrai plaisir de lire d'ailleurs ces livres qui nous parlent complètement, qu'on soit femme ou homme d'ailleurs. Et donc, un petit peu les critères de votre choix, ça m'intéresse de les connaître. Et puis alors surtout, quels sont pour vous les féministes qui vous ont les plus marqués du point de vue des personnes? Et puis enfin, qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience qui est encore un peu récente, enfin peut-être avec déjà un peu de distance. Voilà, tout ça c'est des questions en vrac, mais je les reprends si vous les voulez. Très bien. Premièrement, vos motivations. Alors, à l'origine, on était plusieurs à avoir envie de faire ce film. Il y a une historienne, Claire Blandin, qui est spécialiste de l'histoire des féminismes, qui a collaboré notamment au formidable Dictionnaire des féministes qui a été publié par Christine Barr, et qui se disait qu'il était temps que la télévision s'empare quand même de cette histoire. Ça a été porté aussi par une productrice, Amélie Jouan, qui avait également envie et qui m'a fait l'amitié et le plaisir de me proposer de m'emparer de cette histoire. Et d'emblée, moi je lui ai dit, si on fait cette histoire,
faut pas faire une histoire pour les spécialistes. Si on fait cette histoire, faut qu'on trouve une forme qui nous permette de parler au plus grand nombre et qui nous permette précisément d'aller dans les collèges, dans les lycées, de parler aux jeunes générations, de parler à ceux et celles qu'on entend trop souvent dire oh oui, moi je suis pour l'égalité, mais attention, je suis pas féministe, qui est quelque chose qu'on entendait ou qu'on entend toujours trop souvent. Alors pour la petite histoire, ce projet il a été lancé il y a plus de 2 ans et on était presque en fin de montage quand la vague MeToo est arrivée. Et donc un peu l'argumentaire qui était de dire on a oublié les féministes et elles sont plus très visibles, ne tenait plus. Mais malgré tout, j'avais le sentiment que cette longue histoire était très peu connue, n'est pas du tout enseignée. Ces femmes n'ont pas leur place infiniment dans les livres d'histoire. Et moi, je crois que la télévision, même si c'est pas souvent le cas, ou très rarement le cas, je pense que la télévision, elle doit être sur ce terrain de partage de l'histoire, quelle qu'elle soit, de faire du lien de connaissances. Et donc, je lui ai dit, si on s'y colle vraiment, et on relève le défi d'embrasser 2 siècles d'histoire. Et voilà. Il s'avère que durant mes études et mes premières années de recherche, moi j'avais été vraiment fascinée par toute l'histoire des féministes de la première vague du 19e, par des personnalités comme Hubertine Auclair ou comme Madeleine Pelletier. Et je voulais vraiment que le film puisse rendre justice à tout ce passé-là. Il y a dans la culture populaire, l'opinion admise, souvent les gens pensent que le féminisme c'est le MLF. Et on ne sait pas, c'est très peu enseigné, c'est très peu partagé, cette histoire que le féminisme, la cause des femmes, elle est extrêmement ancienne. Donc nous on a fait le parti de débuter à la Révolution française, qui est un point de départ assez évident, de fin de l'Ancien Régime, d'avènement de la citoyenneté. Mais bon, il y a eu des femmes absolument remarquables auparavant. Mais déjà, de se dire, voilà, France 5 nous fait l'aumône de 2 heures d'antenne, ça fait 2 heures pour couvrir 2 siècles d'histoire, c'est déjà pas mal. Bon. Alors après, vous me demandiez sur le choix et de la construction du film. Il s'avère, moi je suis une grande lectrice de romans graphiques. Je trouve que c'est des objets merveilleux et je me rends compte quand je vois des jeunes autour de moi que c'est une bonne façon de partager l'histoire. Il y a eu notamment toute la collection de livres de la dessinatrice Catel, qui a un très beau livre sur Olympe de Gouges. Et je connais des gamines de 12 ans, 13 ans qui l'ont dévoré. Et je me suis dit, relevons ce défi et racontons l'histoire des féministes comme une grande épopée. Et donc, relevons un certain nombre de figures particulièrement remarquables, même si forcément choisir l'une implique de passer sous silence d'autres tout à fait intéressantes. Mais essayons de repérer comme ça des figures dont la vie et le combat incarnent des grands moments, des grandes étapes, et essayons d'y donner un vrai souffle presque romanesque pour porter cette histoire et lui donner en fait ses lettres de noblesse. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix d'un film tout en archives, où c'est la voix des femmes de toutes ces époques qui est portée. Donc dans cette première partie, c'est forcément des actrices qui lisent leurs citations. Dans la deuxième partie, dès les années 20-30, on a des archives sonores, donc on peut entendre ces femmes en réalité. Là, on s'est basé plus sur des montages de textes qu'on a fait lire à des actrices. Et l'idée était effectivement de ne pas faire d'interview et de créer un récit tout en images, tout en archives, qui raconte vraiment la vie de ces femmes. Et c'est vrai que ce que j'avais vraiment à cœur de montrer dans les 2 parties et dans ce projet, dans sa globalité, c'est qu'effectivement, rien n'a été acquis facilement. Il a fallu des combats. Et c'est des combats qui ont été portés par des femmes qui ont payé d'elles-mêmes, qui ont mis tout dans leur engagement.
et je trouvais que c'était quelque chose de très important à signifier, notamment à des jeunes générations qui peuvent croire qu'il suffit de faire un tweet ou de signer une pétition et puis que c'est bon, il y a la loi et puis c'est acquis et puis on n'a pas vraiment à s'en préoccuper. Moi, j'avais vachement à cœur de montrer que il a fallu des prises de conscience aiguës et des engagements qui ont été vraiment radicaux. C'est-à-dire qu'aucune d'entre elles n'en est sortie indemne. Certaines l'ont payé de leur vie. Beaucoup l'ont payé de leur réputation, de leur confort. Quand on prend par exemple le cas de Madeleine Pelletier, qui est une des figures qui m'a le plus bouleversée et interpellée, c'est quelqu'un qui est morte seule, qui a mené son combat avec intransigeance et qui vraiment l'a payé de sa solitude. Morte en hôpital psychiatrique en plus. Morte en hôpital psychiatrique, après avoir été condamnée pour avortement. Et c'était une façon aussi de rendre justice à cette histoire, de rappeler que non, le combat des femmes, c'est pas juste comme ça en claquant des doigts. Ça a exigé, ça exige toujours de vraiment s'engager. Et je trouvais que c'était une façon de leur rendre justice. Il y a un autre point qui me tenait à cœur, c'était de rappeler que ça a été à travers les époques des mouvements très jubilatoire, très enthousiaste, parfois extrêmement joyeux. C'est de mon expérience personnelle, donc j'ai pas connu la fougue des années MLS 70, mais j'ai connu la petite fougue de 95. Et quand j'étais étudiante à Sciences Po, avec quelques copines, on avait, issues d'un même syndicat étudiant, décidé de créer une association féministe qui s'appelait les Sciences Potiches se rebellent. Bon, c'était un peu une blague, quoi. Et je gardais un souvenir très ému et très intime de la beauté de ces premiers moments où on se retrouvait entre nous, où on parlait, où la parole se libérait, on cherchait des slogans. Et c'était joyeux, c'était de la sororité, c'était enthousiaste. Et je pense que le féminisme, c'est beaucoup ça. À différentes époques. Je pense que quand on voit les photos des femmes de la Fronde qui se retrouvaient de ce journal fabriqué entièrement par des femmes, il y a de la rage, mais il y a aussi de l'enthousiasme, il y a de la joie, elles se retrouvent ensemble, il y a de l'humour, il y a quelque chose comme ça de très intense. Et je trouve que dans les caricatures que l'opinion publique ou les médias mainstream peuvent faire des féministes, on présente souvent des viragos en colère qui prônent la guerre, alors que c'est pas ça du tout. Et voilà, j'avais vraiment envie de montrer qu'il y avait effectivement une grande fougue dans cette histoire. Et les résistances, vous en avez rencontré ou ça n'a pas été trop difficile? Non, écoutez, des résistances, elles sont toujours un peu ambiguës. C'est vrai que France 5, c'est une chaîne de service public, mais qui reste très consensuelle, on va dire. Et qu'on m'avait dit, bon, estime-toi contente, hein, on prend un gros risque là, en te faisant faire tes féministes, oulala. Et on est quand même été programmés un dimanche soir, tard, après des films, des reportages sur la consommation qui s'adresse à la consommatrice moyenne. Il y a une autre résistance, c'est que moi je voulais que le film s'appelle Féministe, en majuscule, avec un grand point d'exclamation, comme un cri jeté. Et puis il a fallu, on m'a collé les prénoms, j'étais pas trop d'accord. Mais sinon, je dois dire que non, j'ai pas vraiment eu de résistance. Et qu'il y a plutôt eu de l'enthousiasme, pas mal de circonspection. Comment tu vas faire pour raconter le 19e siècle Alors justement, travail archivistique, comment vous avez fait? Alors, je vous parlais des romans graphiques dont je suis une lectrice avide, mais je n'ai absolument aucun talent moi, pour le dessin ou ce genre de choses. En revanche, mon truc à moi, c'est les archives. Hein. Je suis un peu maniaque et obsédée par les images d'archives depuis longtemps. Et donc, ça a été une quête assez jubilatoire d'aller retrouver les images qui permettraient de raconter ça. Alors, il y a les images, je dirais, rigoureusement historiques, les gravures, les photos, les différentes scènes. Mais sur cette première partie, on est quand même sur un temps où l'image animée est rare. Et donc, je travaille avec des gens assez géniaux. C'est la société Lobster Film,
qui est dirigé par Serge Brombert, qui est un archiviste et un historien du cinéma passionné. Et ensemble, on a retrouvé comme ça plein de films, de fiction. Par exemple, les premières images de la Révolution française viennent d'un pionnier du cinéma américain, Alexandre Griffiths, Les deux orphelines. Les images, moi, qui me bouleversent à chaque fois, de la Commune. C'est un film très connu soviétique des années 30 qui s'appelle La Nouvelle Babylone. Donc voilà, on s'est beaucoup servi de ça pour essayer de retrouver la matière d'une époque et on triche. Bien évidemment, la jeune femme qui se fait juger, guillotiner, c'est pas du tout Olympe de Gouges, mais voilà, on assume un peu de détourner les archives pour avoir ce matériau qui nous permet justement d'être dans les pics, de raconter une époque, de se plonger dedans et de faire vivre ces femmes. Dans le cas de Flora Tristan, on a retrouvé des scènes très belles dans un film de 1913, des Misérables, une adaptation du roman de Victor Hugo. Et donc les scènes à l'usine ou dans le ménage ouvrier viennent de là. Et puis à partir de la fin du 19e siècle, le cinéma se développe. Et ce qui m'a beaucoup amusée, c'est de voir que l'antiféminisme est un motif très récurrent et très précoce dans les petites comédies filmées que produisent les studios Pathé ou Gaumont pour leurs appareils. Et en fait, il y en a énormément. Ça s'appelle Les dégâts du féminisme, Madame porte la culotte, et c'est toujours les mêmes. C'est très drôle. C'est toujours drôle, quoi, parce que dans les gravures de 1848 qui se moquent des femmes de 1848, on les représente en vésuvienne, en uniforme, qui renvoie à monsieur langer ou faire de la couture. Et c'est toujours le même motif qui revient, quoi. Et donc, à la fin du 19e siècle, dans ces petites scénettes, c'est toujours pareil. C'est madame qui frappe son mari. Et puis, tout revient dans l'ordre quand il lui fait cet enfant. C'était assez drôle. Et j'ai essayé d'utiliser cette matière un peu en la renversant pour aussi donner quelque chose à voir de l'esprit d'une époque. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous aurez la parole tout à l'heure. Vous pourrez reposer d'autres questions et vous pourrez y répondre maintenant. Je vais passer la parole donc à Caroline Fayotte, déjà aussi en vous remerciant d'être venue ce soir. Vous pourrez vous présenter un peu plus que je ne l'ai fait tout à l'heure d'ailleurs par rapport à votre engagement professionnel, universitaire. Vous pouvez déjà préciser exactement. Oui, je suis maître de conférence à l'université de Montpellier. Plus fort parce que par là-bas. Oui, pardon. Excusez-moi. Donc je disais que j'étais maître de conférence à l'université de Montpellier. Je suis historienne du genre, historienne du féminisme pendant la Révolution française et le 19e siècle. Donc particulièrement pendant les périodes insurrectionnelles. Donc je m'intéresse aussi aux femmes de 1848 et aux femmes de la Commune. Et donc j'ai publié un livre récemment qui vient de ma thèse, qui est sur là spécifiquement la période de la Révolution française et la période post-révolutionnaire, où j'ai travaillé sur les questions d'éducation des filles, notamment l'éducation des filles pendant la Révolution française, puisque contrairement à ce qui est souvent dit, la Révolution française a ouvert les premières écoles publiques pour filles. Et donc donc j'ai étudié un peu comment l'éducation construisait et reproduisait une division des rôles sociaux entre les sexes. Voilà. Et en tout cas, je suis vraiment ravie une nouvelle fois d'avoir pu voir ce film, parce que en tant qu'historienne du féminisme, j'avais pas pu le voir. Que vous avez découvert avec nous ce Ouais, soir. vraiment bien. Donc, la question que j'avais envie de vous poser, c'est, après avoir vu cette première partie donc, du documentaire de Mathilde Damoiselle, un petit peu vos réactions à chaud par rapport au film lui-même, d'un point de vue d'historienne bien sûr, spécialiste de la période de la Révolution française, comme vous l'avez précisé. Qu'est-ce qui pour vous ressort très bien de cette période d'élite de femmes dans le film? Qu'est-ce que vous avez à en dire? Et quel est votre regard d'historienne, en essayant aussi, si cela vous est possible, d'y donner la part aussi de la femme du XXIe siècle que vous êtes? Oui. Et puis, est-ce que vous pouvez nous préciser quel a été le rôle des hommes dans cette période, dans la période que nous avons vue? Parce que
Bon, nous savons, par exemple, que Condorcet a été un féministe réel, qu'il s'est battu beaucoup pour les droits des femmes. Et nous savons aussi qu'il y a toujours eu, dans toutes les luttes des femmes dans l'histoire, des hommes qui les ont accompagnées, ou qui ont été des porteurs de valises, si on peut dire, hein, par rapport à une période qui m'est chère. Mais, bon, quels ont été leurs rôles? Parce que là, on voit bien, effectivement, à quel point, bon, ils ont complètement nié. Bon. Mais, bon, qu'est-ce qui s'est passé aussi par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Et qu'est-ce qu'elle nous indique, cette période, pour comprendre les luttes d'aujourd'hui? Et les luttes des années 70 et les luttes d'aujourd'hui. Très vaste sujet. Compte tenu que là, on s'approche déjà dans le débat de demain soir, mais comme vous ne serez pas là demain soir, oui, je vais essayer de faire le pont. une opportunité. Alors, la première question, c'était... Donc, déjà... première question, c'est vous, à chaud, votre réaction par rapport au film? Alors, donc, super, donc, je disais. Non, je trouve que c'est un film très réussi, très pédagogique, en plus. C'était effectivement, je pense que ça peut être aussi très bien pour les écoles, hein, les collèges et lycées, etc. Je confirme. Je confirme parce que j'ai projeté le film dans 2 écoles depuis sa sortie, et chez les jeunes, auprès de jeunes, et aussi dans des journées de formation aux enseignants sur l'histoire des droits des femmes. Et effectivement, ça fonctionne très très bien. Oui. Et donc, alors après, bien sûr, ce choix de rentrer par des figures, c'est quelque chose qui, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, une très bonne entrée comme ça de personnifier finalement ces luttes. Alors bien sûr aussi, en tant qu'historienne, à la fois je vois l'avantage que ça peut avoir au niveau pédagogique, mais c'est vrai que du coup on insiste sur certaines figures qui sont elles-mêmes souvent entourées justement. Et ça efface la dimension collective, évidemment, même si vous le rappelez quand même quand vous pouvez. Voilà. Donc cette dimension collective des luttes féministes qui commence finalement assez tôt. Donc, en fait, moi je discerne, les historiens du féminisme en général discernent plusieurs phases dans cette histoire-là. Et c'est vrai qu'il y a une première phase qui a longtemps été invisibilisée parce qu'on parle de féministes de la première vague, mais c'est pour parler finalement des féministes à partir du Bertine Auclair. Oui. Donc celles qui sont l'avant-première vague, et ben du coup, comment les nommer? Voilà. Alors il se trouve que ce qui se passe vraiment effectivement à partir de la première vague, c'est que le féminisme devient un mouvement de masse. Il y a des associations avec vraiment des milliers d'adhérentes, etc. Tandis que pendant la période précédente, c'est plus des petits groupes. Donc on est moins dans cette massification, ce système des associations. La deuxième différence aussi, c'est qu'on a vraiment, à partir de la Révolution française et pendant tout le XIXe siècle, la force ce que j'appelle le féminisme révolutionnaire. C'est-à-dire que ces femmes estiment que c'est par la Révolution qu'on va vraiment abolir un ordre sexué qu'il est nécessaire de briser les structures sociales pour permettre l'émancipation des femmes. On va voir qu'à partir des féministes de la première vague, il y a toute une part de féministes qui, elles, estiment qu'on peut y arriver progressivement par l'octroi de droits, etc. Donc, ce féminisme révolutionnaire, je vous le disais, c'est vrai qu'on parle d'Olympe de Gouges, toujours, qui est bien sûr une figure essentielle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant la Révolution française, il y a donc d'autres femmes qui ont aussi réclamé les droits civiques, qui ont aussi réclamé l'émancipation des femmes. Et moi, ce qui m'a toujours intéressée aussi par la Révolution, c'est que finalement, parmi les femmes qui défendent la question des droits des femmes, il y a beaucoup d'étrangères. On parle notamment, ce qui est célèbre, qui est liégeoise, c'est Théron de Méricourt, il y a aussi l'hollandaise, qui est Etapa Medelders, qui ont des noms en plus difficiles à retenir, donc voilà. Et puis, il y a bien sûr aussi une féministe qui me tient à cœur, qui est Mary Wollstonecraft, qui est une des grandes pionnières du féminisme, qui est anglaise, mais qui est présente pendant la Révolution française. Elle fait partie de ces Anglaises qui sont pour la Révolution et qui viennent à Paris pour assister aux événements révolutionnaires. Donc, répétez le nom. Mary Wollstonecraft. Oui. Voilà, je peux vous redonner parce que l'orthographe aussi va passer. Aussi appelée Mary Godwin après, parce qu'elle va se épouser. Voilà. Et donc, c'est celle qui va écrire notamment un ouvrage, un traité d'éducation des femmes qui est resté très célèbre, puisqu'en fait c'est un grand manifeste pour la cause des femmes. Donc voilà, c'est des femmes qui vont payer aussi, comme Olympe de Gouges, très fortement le prix de cet engagement, mais elles vont aussi le payer en tant qu'étrangères. Donc elles vont avoir, si vous voulez, ce que j'appelle le double stigmate, à la fois le stigmate de celles qui refusent la place qu'on lui demande en tant que femme, et le stigmate des étrangères qui, à partir d'un certain moment de la Révolution, ont été quand même réprimées
voilà, considérées comme potentiellement des espionnes ou des agents doubles, etc. Donc cette répression a été particulièrement violente contre ces femmes. Voilà. Et donc c'est pareil pour 48. On a là, vous avez parlé un petit peu d'Eugénie Boyer, mais c'est tout un groupe de femmes. On pense bien sûr à Jeanne de Rouen, qui été la première à être candidate à des élections législatives en 1849. Alors, je sais bien que ça devait être dur à faire des choix, moi j'aurais été terrible. Les 48 arts sont assez Désiré Gay, sur lequel Michel Sarcey avait travaillé sur ces femmes de 48 qui ont fondé des clubs, etc. Donc voilà, cette dimension collective que je pense qui est importante parce qu'il y a cette entraide qui a pu être forte pour elles et qui ont mené leur engagement, mais aussi parce que oui, c'est des femmes un petit peu qui ont... Geneviève Fraisse a une très belle expression à propos d'une femme féministe qui s'appelle Fanny Raoul, qui est très peu connue, qui date du début du XIXe siècle, c'est juste après la période révolutionnaire, qui a aussi écrit des textes extraordinaires, magnifiques, que je vous recommande. Geneviève Fraisse a d'ailleurs republié Fanny Raoul. Et donc, elle dit à propos de Fanny Raoul que c'est une météore. Il y a quelque chose d'assez juste, je trouve, dans cette expression, parce qu'elle traverse comme ça, elles ont une espèce de fulgurance, puis après on n'entend plus du tout parler, elles sombrent dans l'oubli. Et donc, ce qui est beau dans ce film, c'est aussi, je le trouve, d'exhumer ces paroles oubliées, ces paroles perdues, ces vies qui ont été très vite effacées à l'époque. Très vite effacées. Voilà ma première réaction. Très bien. Et alors, on a vu votre réaction à chaud, qui est bien développée déjà sur un certain nombre d'autres points que je voulais voir. Le rôle des hommes dans cette période, c'est quoi? Alors, la question des hommes... Alors, ça a été un peu plus travaillé pour la période suivante, celle que vous parlerez demain. Il y a eu notamment un ouvrage Alban Jacquemart, qui a fait un ouvrage sur la présence des hommes dans le monde militant féministe des années 70, notamment. Et puis, il a remonté un peu plus haut, mais en tout cas au XXe siècle. Donc lui a bien... je vous renvoie à ses travaux si vous voulez voir ça en profondeur. Pour ce qui est du XIXe siècle, il y a moins de choses qui ont été faites là-dessus. Alors bien sûr, vous avez souligné le rôle de Condorcet, qui est assez important, puisque ça a été... ces textes... sont même antérieurs à ceux de l'Âme de Gouges, pour réclamer le droit ils étaient d'ailleurs assez proches. Voilà, ils ont... En fait, ce qui est intéressant, c'est que Condorcet, l'Âme de Gouges, même après Mary Wollstonecraft, ont tous combattu l'esclavage. Ils ont tous engagés dans notamment la Société des Amis des Noirs, alors pas au même moment, donc en fait c'est assez compliqué de voir s'ils ont... Mary Wollstonecraft a été vraiment en contact avec Condorcet, par exemple, pour difficile à établir. Mais c'est vrai, quelque chose à souligner aussi. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'articulation des luttes, la nécessité d'articuler ensemble les luttes contre le racisme, contre les luttes sociales, les luttes de classe et les luttes contre le sexisme, notamment. Eh bien, cette articulation des luttes, elle existait déjà à l'époque. Dès la Révolution française, il y a cette articulation à la lutte révolutionnaire, et donc contre l'esclavage et pour les femmes. Mais aussi en 48, on va voir, ou Flora Tristan, dont vous avez parlé, où il y a vraiment une articulation de lutte des classes et des luttes des femmes, avec l'idée que la révolution pourra advenir que s'il y a émancipation des prolétaires et des femmes. Voilà. Donc on voit vraiment les deux catégories là déjà qui se construisent et avec cette idée qu'il faut les penser ensemble. Après, pour Condorcet, ce qu'on peut dire aussi sur Condorcet, c'est quelqu'un qui est, vous savez, c'est un mathématicien, philosophe, mathématicien, un savant, et c'est quelqu'un aussi qui s'est beaucoup inspiré de Descartes. Donc c'est vraiment l'argument de la raison qui est très fort chez Condorcet pour lutter contre ce qu'on appelait à l'époque le préjugé de sexe. Et c'est vrai que ça fait l'engagement de Condorcet fait un petit peu, on peut le rappeler avec celui au XVIIe siècle, parce que vous avez commencé par la Révolution, mais je comprends tout à fait qu'on commence là, parce que la démarche, la revendication de l'égalité des sexes devient une démarche vraiment politique au sens, on demande sa concrétisation effective. Et Poulain de la Barre, c'était quelqu'un qui était un homme du XVIIe siècle, qui était aussi un adepte de Descartes, et qui va aussi prendre les arguments de la raison pour lutter aussi contre les préjugés de sexe. Donc on peut faire une filiation, je pense, assez claire entre Poulain de la Barre et Condorcet
sur le type d'argumentation. Donc ça veut dire qu'on pourrait faire une filiation entre les arguments de la raison de cette époque, Oui. qui étaient donc défendus par eux et repris aussi par donc, des féministes de l'époque, Oui. et les arguments qui ont présidé dans les années 70, là, pour justement contrer un certain nombre de courants qui étaient plutôt essentialistes, et au nom duquel nous, on donnait les arguments de la raison universalistes. Est-ce que pour vous, ça se justifie ce que je dis là ? En fait, ça a été quelque chose que j'ai découvert pendant ma thèse, et j'avoue, je ne m'y attendais pas à ce point-là. C'est en fait, je travaillais sur les discours sur l'éducation, et en fait, il y a beaucoup de discours qui disent que finalement, les différences entre les sexes, elles ne sont pas naturelles, elles sont le résultat de l'éducation. Ça, cette idée-là est très forte, puisque en fait, il y a au XVIIIe siècle tout un grand courant qui estime que l'acquis est plus fort que l'inné, et que l'éducation est ultra puissante, et qu'à partir du moment que on éduque un individu, on peut le façonner comme de la cire molle, vous savez, toutes ces métaphores qui étaient utilisées à l'époque pour dire qu'on peut façonner un individu. Et à partir de là, les femmes vont s'en emparer, Mary Wollstonecraft va s'en emparer notamment pour dire, des femmes moins connues aussi, ou des pédagogues qui ont été complètement oubliés, pour dire, il n'y a pas d'essence féminine, les différences sont construites, donc on retrouve déjà le genre, l'embryon du genre dans cette idée-là, et ça joue même sur les corps, c'est-à-dire qu'elles sont nombreuses à estimer que l'éducation physique des femmes les maintient dans un état de faiblesse, parce qu'en fait on les empêche de développer leur musculature, etc. Et que donc les corps eux-mêmes sont façonnés par le social, par l'éducation. Et bien sûr, ce qui est derrière, c'est une pensée du coup d'un universalisme, puisqu'elle revendique une éducation qui va être capable, non pas de construire la différence, mais d'abolir cette différence socio-culturelle entre les sexes, pour créer un universalisme qui soit pas seulement l'universalisme abstrait des droits, mais un universalisme concret, qui soit réel dans les corps. Et donc, c'est pour ça que je pense que cette lutte entre, on va dire, effectivement, l'argument essentialiste, on a des droits en tant que femme parce que notre nature des femmes doit être reconnue. Nature féminine. Voilà. C'est opposé à cette idée de la construction sociale de la différence sexuelle très tôt. Très très tôt. Non, mais c'est très intéressant, effectivement, que vous l'explicitiez, parce qu'il y a énormément de choses, par exemple, que les féministes de ma génération, des années où on a mené les grandes luttes des années 70-80, c'était toute la période MLF année zéro, donc on ne connaissait pas notre histoire, on ne connaissait pas tout ce qui s'est passé dans cette histoire. Et je me souviens, par exemple, que nous avions commencé à nous interroger sur tout ça, lorsqu'il y a eu des chercheuses féministes historiennes qui ont posé la question: l'histoire des femmes est-elle possible ? C'est-à-dire que les femmes n'ont pas d'histoire, le continent noir, donc effectivement, pour pouvoir savoir où on va et lutter pour l'avenir, il faut connaître ce qui s'est passé avant. Et en fait, après avoir participé à ces colloques, l'histoire des femmes est-elle possible ? Point d'interrogation. Michel Perrault a dit oui, l'histoire des femmes est possible. Faisons-la. Et donc c'est le résultat des 5 volumes de l'histoire des femmes. Et d'autres féministes et d'autres historiennes et hommes historiens ont fait effectivement aussi du travail sur l'histoire des femmes est-elle possible. Et donc tout à coup, quand on a commencé à travailler sur toutes ces époques et qu'on a lu donc nos arrière-arrière-grand-mères féministes, etc., on s'est rendu compte que finalement on n'avait rien inventé, que tout ce qui s'était passé dans les années 70-80, tout s'était fait déjà un peu avant nous, quoi. Du point de vue alors des revendications, du point de vue justement du lien entre lutte de classe, lutte de sexe, lutte contre le racisme, etc. Tout ça étant mêlé. Et c'était très intéressant parce que même ce que j'ai vu par exemple ce soir, à un moment donné où il y a une féministe qui carrément va empêcher un mariage, etc. Oui, mais on l'a fait nous aussi en 70. On l'a fait nous aussi. C'était drôle parce que dans une manif, on passait devant une église, il y avait un mariage, on est rentré dans l'église avec Geneviève Fraisse qui le raconte très bien, et on a dit, mais enfin, c'est ridicule de se marier, on est allé voir la mariée, on a expliqué aux mariés qu'il fallait pas se marier, enfin, c'était aberrant, quoi. C'était drôle. Et en fait, tout à coup, je réalise que moi, que je croyais qu'il était vraiment très osé, etc., que ça s'est fait aussi, quoi. Et c'est très, très intéressant de voir comment ces transmissions, ces filiations avec l'inconscient, tout cet inconscient qu'il y a dedans, comment ça peut jouer, véhiculer, et nous amener à être dans la redite permanente des choses, comme s'il fallait toujours les répéter.
Et d'une certaine manière, moi, dans le travail qu'on fait au réseau Féministe Rupture, dans l'action mémoire et transmission du féminisme, puisqu'on l'a mis en place dès 2010, j'essaye de faire en sorte que dans le travail qu'on fait avec les jeunes générations, dans cette transmission, parce que là, ça y est, maintenant, là, c'est bon, elles vont occuper la place et c'est parfait, c'est ce qu'il faut. J'essaye de faire en sorte que justement les ignorances du passé ne soient pas répétées, quoi. Parce que quand par exemple on discute avec des jeunes féministes qui nous disent oh non vous les blanches vous vous occupez pas du racisme, vous vous occupez pas de l'exploitation, de la lutte des classes, etc. Bon ben voilà quoi, c'est la méconnaissance complète à la fois du passé, de ce qui nous a constitués, mais on fait tous dans les générations cette même erreur. Donc je pense qu'aujourd'hui, placé dans le travail qui est fait entre des chercheuses féministes de toutes disciplines, entre les mouvements de femmes et entre des mouvements sociaux, on pourrait arriver à démontrer, et là, alors, pour le film est un bon outil, pour gagner du temps, éviter de lire 20 livres, quoi. Ou avoir envie d'aller lire des livres. Ou avoir envie d'aller les lire, ou alors en bande dessinée. Moi, je l'ai offert à ma petite fille et ça fonctionne très bien, les bandes dessinées comme ça. Donc, du coup, c'est vrai que je pense que là, il y a de vrais enjeux, quoi. Oui, je pense que ces questions-là, effectivement, elles ont traversé la problématique de mémoire et oubli, elles ont traversé l'histoire du féminisme, parce qu'en fait, vous l'avez montré avec Hélène Brion, assez vite, en fait, il va avoir la volonté d'organiser une mémoire du féminisme. Et Marguerite Durand, vous avez dû aller consulter, hein, c'est elle, bien sûr, qui a fait c'est les archives, ce qu'on appelle aujourd'hui les archives Marguerite Durand, d'ailleurs, qui ont été, il y a eu une affaire, je sais pas, vous avez suivi, vous les déplacer, enfin, etc. Donc c'est toujours une lutte pour bien défendre ce lieu qui est remarquable, hein, qui est un haut lieu des archives féministes en France. Et donc, il y avait cette volonté-là, mais c'est vrai que les générations ont tendance à revenir toujours à féminisme année zéro. Et vous en parliez même pour Simone de Beauvoir, on avait l'impression que c'est elle qui avait tout inventé avec le deuxième sexe, alors qu'elle s'était pas du tout appuyée finalement sur Madeleine Pelletier, sur toutes autres femmes. Michel Perrault le pointe dans un article sur Madeleine Pelletier, disant que Madeleine Pelletier quelque part va même plus loin et plus argumentée sur le genre que Simone de Beauvoir, qui l'ignore totalement, qui est même pas au courant, et qui écrit dans les premières pages. Elle a drôlement consulté des choses, mais elle n'aurait pas dit. Ah, peut-être aussi. Et il y a sa vie avec ça. Et donc, puis elle écrit aussi dans les premières pages du deuxième sexe. On en a fini avec le féminisme. Hein. Bon, il y a eu le droit de vote. Et en fait, je crois que dans l'attitude qu'il y a eu dans les années 70, en disant MLF année zéro, il y avait aussi un peu on considérait que les féministes c'était les suffragettes, ces bourgeoises qui voulaient le droit de vote parce qu'elles étaient mères et qui étaient un peu ringardes et elles ont été un petit peu catégorisées comme ça, je crois. Alors aussi. c'était bon, je pense en y réfléchissant avec les années de recul, je pense que c'est pas tout à fait faux non plus MLF année zéro. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, ce qui se joue avec les luttes pour la contraception, bon, on l'avait, mais sans qu'il y ait eu beaucoup de luttes en fait, sauf du planning familial quand même. Mais la reconnaissance donc de l'avortement, avec la période du MLAC, etc. La reconnaissance du viol comme crime, qui était quand même tout de suite après la reconnaissance de l'avortement, 1980, la reconnaissance du viol comme crime. Le début des luttes contre la question des violences en général faites aux femmes, des viols par inceste, etc., etc. Je trouve que ce qui est différent par rapport aux périodes antérieures, c'est que ce sont des luttes qui font qu'elles conjuguent à la fois l'égalité et la liberté du corps, quoi. Hein. Et que ça, c'est différent de ce qui se passe des luttes d'avant, qui sont l'égalité intrinsèque, juridique, formelle, avec les hommes, quoi. En même temps, je vois tout à fait ce que vous voulez dire, et je pense que vous avez raison que il s'est passé quelque chose de différent. De toute manière, c'est toujours tout différent. Il ne faut pas commencer à dire pour autant que c'est que des répétitions, parce que c'est arraché à l'histoire une nouvelle fois. Un des enjeux, justement, de l'histoire du genre, je pense, c'est de bien historiciser, c'est-à-dire restituer à l'histoire tous ces combats, parce qu'on a l'impression qu'on a les mêmes slogans, mais les mêmes slogans n'ont pas le même sens en 1970 ou en 1920. Si on prend la lutte pour l'avortement, Madeleine Pelletier, par exemple, a été déjà sur les luttes sur les questions du corps, sur la question de l'avortement. Donc, ce thème-là était excessivement fort.
mais c'est le moment où il y a la loi Scélérate qui vient d'être votée en 1920, etc. Donc on est aussi dans un autre contexte, mais elle pratiquait des avortements clandestins. Donc mais elle est aussi très seule. Hein. Elle est aussi puisque la plupart des grandes ligues féministes ne la suivent pas. Non, la suivent pas, tout à fait. C'est ça. Mais il y a bien eu quand même des... Ouais, voilà, c'est ça. C'est collectivement après, voilà. Ouais. Oui, tout à fait. Donc tout s'imbrique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Christine Delphi, donc aussi une figure importante du MLF, avait écrit un texte ça m'avait marqué, qui avait écrit dans les années 80, je crois que c'est dans Question féministe, alors qu'elle a fait partie de cette génération qui disait année zéro, elle disait qu'elle avait peur tout d'un coup que le combat du MLF disparaisse à nouveau dans les décombres et que les féministes d'après soient encore obligées de dire année zéro. Oui. Et ça, c'est finalement quelque chose, effectivement, je pense qu'il faut prendre en compte un double mouvement. C'est qu'il y a quelque chose aussi qui se joue de libérateur de se dire année zéro. Je pense que si ça revient tout le temps, et même si on l'a revu aujourd'hui avec, par exemple, dans les luttes queer, etc., ou même dans l'afroféminisme, où il y a cette idée, on repart à zéro, etc. Il y a aussi une énergie militante qui se joue à dire ça, à dire tout d'un coup... il faut qu'on le fasse parce que ça ne s'est pas fait avant, justement. Pas comme ça. C'est une forme de radicalité. C'est une forme de, je pense aussi, de quelque chose qui donne de la force, en fait. Mais très vite, ces militantes vont prendre conscience que si on oublie son passé, on perd finalement de la force sur du long terme. Exactement. Donc c'est ces deux éléments-là qu'il faut réussir à conjuguer. Mais c'est aussi le propre de l'histoire des femmes que les historiennes féministes ont écrit, c'est que c'est toujours une histoire de vagues et de reflux. C'est c'est une grande vague renversante et puis le backlash, le reflux, très discontinu. Et hop, ça repart. Et on le voit après la Seconde Guerre mondiale où la France devient extrêmement conservatrice, nataliste. Il y a le droit de vote et puis hop, ça reflue. Ça s'enquiste sérieusement et hop, il y a une nouvelle vague qui rejaillit sur un terrain. On a connu un reflux, années 90-2000, et hop, ça repart avec MeToo, Balance ton port, etc. Très bien, vous avez répondu, ma foi, à toutes les questions que j'avais à vous poser, toutes les deux. Maintenant, on va donner la parole, on va vous donner la parole maintenant, soit pour des questions, soit pour des interventions, des témoignages ou des commentaires sur ce que vous avez entendu et que vous avez envie de partager. Donc, c'est à vous. Alors, vous parlerez assez fort parce que le micro ne marchant pas, il vaut mieux que... Et vous pouvez vous lever et vous présenter en même temps. Ça nous permet effectivement de savoir un peu mieux à qui on parle. Oui ? Denise Brial, la talente vidéo féministe. Je voudrais d'abord remercier le destin qui nous donne une réalisatrice qui s'appelle Damoiselle. D'ailleurs, on a échangé tout à l'heure. Tu es prédestiné à faire un truc. Il y a d'ailleurs des faits. Donc, merci toutes les deux pour ce travail, qui est un travail qui relie Garé, nos combats, avec ceux de nos aïeuls. On n'en aura jamais terminé. Dans ce lieu ici, qui est un lieu hautement militant, je savent personne. Jamais, puisque les convulsions de l'histoire montrent que les femmes ont fait les frais de toutes les convulsions historiques, y compris en 68. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Cohn-Bendit avec son camarade Pupil. C'est consternant. Alors on n'en parlera pas. Par ailleurs, Arte a sorti un film de ce grand réalisateur. Don Kent. Voilà. Don Kent. Voilà, Kent, qui balaye le 68 dans le monde. Et c'est ça, bien sûr, qu'il fallait montrer. C'est somptueux. Et d'ailleurs, ils en refont une couche, ils refont la deuxième partie, mardi à 9h35. Et ça, il faut le voir, parce que c'est dans ce contexte-là que nous sommes, même maintenant. Voilà ce que je voulais dire, je vous remercie. Merci. C'est bien le matin. Merci. Oui, le matin. Qui d'autre? N'hésitez pas. Le film, on peut l'avoir où? On peut le voir où? Il est en DVD? Hélas, non. D'ailleurs, je remercie la maison de production de m'avoir autorisé à l'utiliser. Non, hélas, non. Il a été piraté sur YouTube.
Et donc, comme France Télévisions fait pas son travail pour le mettre largement à disposition, eh bien, vive les pirates. Et si vous tapez le titre, les deux parties sont sur YouTube. J'aimerais mieux qu'il l'édite. Aussi. Besoin de combien de collaborateurs pour les archives et notamment pour le montage? Alors, moi, je je travaille de façon assez solitaire, notamment sur tout le travail d'archives, de recherche et d'écriture. J'ai un assistant, Martin, que j'ai formé et qui me seconde. Et puis j'ai travaillé pendant 5 mois au montage avec Mathilde Morière, qui est monteuse, pour fabriquer le film. Mais c'est pas du tout pléthorique, c'est une petite équipe, très artisanale. Oui. Oui. Amina Chabou. Oui. Amina Chabou. Merci pour ce film magnifique. Effectivement, aussi bien sur le fond que sur le parti pris esthétique, ce mélange cette construction entre effectivement des morceaux de film, des images d'histoire. Enfin, c'est vraiment superbe et c'est très parlant et c'est très pédagogiquement efficace. Super. C'est très très bien. Maintenant, en ce qui concerne le débat, vous vous êtes lancées toutes les trois dans le bac du féminisme. Et 70, et évidemment, et si on plonge dans ce grand bain, il y a des choses qui émergent et puis il y a des choses qui sont restées inévitablement un peu dans l'ombre. Alors, chacune, il y a je ne sais plus son nom, qui a sorti un livre qui s'appelle Mon MLF, et je crois qu'effectivement... Marie-Jo Bonnet. Oui. Voilà. Et je crois qu'en effet, il y a quelque chose qui est difficile à appréhender, quelque chose qui est difficile et à raconter et à mettre en image, qui est la subjectivité revendiquée, comment chacune a vécu ces moments-là. Alors bien sûr que c'est les grandes thématiques historiques importantes, fondamentales, l'universalisme, la lutte des classes, l'articulation, etc., entre les luttes des femmes et la lutte des classes, bien sûr. Mais, et encore une fois, c'est lié à ce que chacune a vécu, il y a une dimension pour moi qui a été une véritable révélation, c'était, la lutte des classes, j'étais un peu familiarisée parce que, à 16 ans, je faisais partie des jeunesses communistes, alors donc, le matérialisme historique, vous étiez rodée, tout ça, j'avais avalé un petit peu tout ça. Et pour moi, la révélation, c'était... en fait, c'était la révélation de mon aliénation, de ma propre aliénation en tant que femme. Surtout, moi, venant d'un milieu particulièrement, que je ne sais pas comment le caractériser, mais assez... patriarcal, rétrograde. Vraiment. Conservateur. Ouais, conservateur, réactionnaire. Où vraiment, alors, la place des femmes, il faut que je précise que je suis une fille d'immigrés et que donc c'était particulièrement fort dans ma famille et sans m'en rendre compte, j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais toujours été transgressive dans ma famille. Depuis l'âge de 4-5 ans, quand j'ai... donc sans faire de l'autobiographie, je crois que ce qui a été important pour beaucoup de femmes, et certains groupes qui ont travaillé particulièrement là-dessus, c'était comment prendre conscience de notre propre aliénation, voire de notre misogynie, dont on parle très peu, et que... j'ai compris à ce moment-là que c'est en travaillant là-dessus, sur ces questions de sa propre aliénation, et comment on avait intégré des schémas cognitifs, des modes des représentations et des modes de raisonnement qui étaient effectivement ceux de la société patriarcale et donc des hommes,
Et, si on en, et pour moi, l'alerte, c'était que si on n'en prenait pas conscience et si on ne travaillait pas là-dessus, on était condamné à la répétition, c'est-à-dire à emprunter aux hommes leur propre schéma et ce qu'on a vu effectivement se produire, c'est-à-dire le besoin de chef, de chef, de ZFE, les pratiques, la reconduction des pratiques de domination qui existent aussi dans le mouvement des femmes. Donc il y a tout un tas de... Voilà, on est toujours maintenant, plus ou moins selon les groupes, plus ou moins selon les tendances, mais, et moi c'est ce que... Voilà, je conclue là-dessus, c'est mon grand regret, c'est que le mouvement, on en avait déjà parlé avec Monique, c'est que pour moi, le mouvement féministe a raté quelque chose d'important, et jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'a pas su, ou on n'a pas pu, c'est à voir, on n'a pas pu peut-être remettre en question des pratiques qui sont celles de la société patriarcale. Au niveau de nos pratiques, au niveau de nos relations, même entre femmes, c'est vrai ce que vous dites de la joie, de se retrouver, de libérer la parole, etc. Mais moi, j'ai participé à des groupes où on se remettait en question et on rigolait pas. Hein. Je vous assure, c'était plutôt des sanglots. Quand on prenait conscience à quel point on avait intégré des soumissions. Et le révélateur de tout ça, c'était évidemment la sexualité. Comment on fait référence au groupe d'autoconscience qu'on a pu connaître dans une époque. On l'a appelé de plusieurs façons, hein, autoconscience ou pas autoconscience. Enfin, il y avait, et il faut le dire, là, il y a une dette vis-à-vis d'une partie du mouvement dans lequel je ne me reconnais pas, mais je leur reconnais le mérite, en tout cas dans les années 70, d'avoir pointé cette question-là. C'est le mouvement psychanalyse et politique, c'est vrai. Et toute la réflexion sur la psychanalyse. Alors, je dis tout de suite que psychanalyse et politique ça a été le premier groupe qui a reconduit ô combien les pratiques de masculines de leadership, et de domination. Je le dis tout de suite. Surtout en déposant le sigle MLF. Mais absolument. Comme sa propriété privée. Pour les avoir fréquentés un temps, je peux vous dire que c'était plus que des relations de domination politique. Moi, je dis qu'il y a une des féministes qui a écrit sur le psychanalyse politique, qui a dit que c'était même pas un groupe politique, c'était une secte. Et effectivement, ça participait plus de la secte que du groupe politique. Bon, ceci étant, elles ont participé, peut-être initié, ça je sais pas, faudra voir avec des historiennes, une remise en question aussi de concepts de la psychanalyse. Donc, il y avait un groupe de femmes italiennes qui avait commencé en remettant en question certaines conclusions de Freud. À commencer par Freud lui-même. Mais même Lucie Rigaray en France. Et Lucie Rigaray. Donc, elles ont pointé là quelque chose d'important. Et Antoinette Fouque, pour ne pas la nommer, parce qu'il faut lui rendre cette justice, c'est qu'elle a marqué là un point important. Malheureusement, il y a eu après les dérives que tout le monde connaît de ce mouvement. Mais voilà, il faut... Mais sur l'aspect que tu évoques là, qui concerne justement tout le travail sur la part d'aliénation que nous avons en nous-mêmes, parce que nous sommes tous et toutes éduqués par le système patriarcal qui est structurel à la société. Il y avait quand même quelque chose à l'époque, moi, il me semble, qui a beaucoup joué quand on a travaillé là-dessus, c'est que la question de l'aliénation, elle était déjà posée dans l'ensemble de la société par rapport aux mouvements anticoloniaux et aux mouvements anti-impérialistes. C'est-à-dire, on voyait très bien, quand tu prends Peau noire et masque blanc, par exemple, c'est vrai que c'est ce problème-là qui est posé, et c'était avant les années 70. Donc je trouve qu'on a repris quelque chose parce que ça nous semblait tout à fait logique qu'on l'adapte à nous-mêmes. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas, puisque j'ai aussi fait les expériences des groupes d'autoconscience qui ont été très très importants et qui ont permis d'ailleurs de constituer et de structurer un peu les groupes d'écoute de paroles des femmes victimes de violences. Puisque, du fait même que nous faisions entre nous de la parole et de nos propres écoutes, de nos propres aliénations, mais de ce que nous vivions,
et en quoi il y avait cette part cachée et sombre et de mise en cause justement du patriarcat, parce que quels que soient les féministes que nous sommes, à des moments donnés, on fonctionne bien comme des femmes soumises ou comme des femmes aliénées. J'aime mieux le terme aliéné que soumise d'ailleurs, moi. Oui, aliéné, voilà. bien sûr, aliéné. Et effectivement, c'est intéressant, quoi. La soumission, on peut plus facilement prendre conscience que l'aliénation. Oui, voilà, tout à fait. Comme l'aliénation des prolétaires, dont parle Marx. Oui. Voilà. Donc, d'autres interventions? Oui, Anne Le Gall. Moi aussi, j'ai trouvé vraiment ce film tout à fait passionnant et c'était une gageure, dans le fond, de faire tenir, et avec des documents aussi bien faits. Moi, il y a une chose qui m'avait frappée, dont ces féministes, surtout, on les appelle comme ça, les toutes premières, les pionnières, c'est qu'elles avaient une question de légitimité parce que 3 d'entre elles étaient des bâtards. Oui, c'est important la dimension. C'est le cas de l'un de gauche, qui se prétendait, d'ailleurs, la bâtarde du marquis de Pompigny. Ouais. Et c'était le cas également de Flora Tristan, puisque alors elle, c'était justement l'aller au Pérou pour faire la fille d'un noble non reconnu d'ailleurs. Aucligné, bâtard de Aucligné. Et c'est le cas de Louise Michel. George Sand aussi. Non, pas George Sand en revanche. Si c'était une fille légitime. Un statut social. Oui. C'était une mésalliance. Et en revanche, il y en a une qui est très intéressante car c'était pas une bâtarde de la première génération. C'est Madeleine Pelletier dont la mère était bâtarde et elle-même très amère, tout ça. Donc, c'est au cœur d'une question de légitimité et c'est peut-être pour ça qu'elles ont davantage franchi en disant mais quand même, quand on voit tout le risque qu'elles ont pris personnellement, elles sont déjà en marge. Je ne peux pas penser qu'il y aurait là une clé. On peut en tout cas ne pas négliger cet aspect sur la question de l'enracinement de l'idée d'illégitimité. Car une fois franchi, rejeté l'illégitimité, ce qui est très typique pour Flora Tristan, alors on va plus loin et le statut en tant que femme apparaît d'autant plus le pouvoir est mis en cause. Donc, enfin, c'était pour dire ça, on ne peut pas tout dire, et puis je ne sais pas si ça aurait été très probant. Non, c'est une dimension intéressante. Après, c'est effectivement. Mais il y a des questions, par exemple, l'affaire de la Révolution. Alors les femmes se sont dit, mais puisque les hommes, la Révolution française, oui c'est vrai, non, celle de 89, non, parce que c'est quand même mentionné comme ça. Et très souvent on dit, mais voilà, les révolutionnaires, ils ont raté les femmes n'étaient pas incluses. Mais très souvent, les femmes se rendent pas compte que les hommes ne peuvent pas inclure les luttes des femmes. Pourquoi ? Parce que dans la Révolution, il s'agissait de casser le processus vertical le père venait après d'ailleurs, mais Dieu, le roi, le père, et pour y mettre un processus. Donc vous ne pouvez pas à ce moment-là avoir un front qui s'étendrait à autre chose. Il s'agit de renverser un sens essentiel de l'histoire de l'autorité. La fraternité exclut forcément les femmes, parce qu'elles n'ont pas pu le mesurer. Alors, vous pouvez n'être pas d'accord avec moi, d'ailleurs. Une fois quand j'ai dit ça, une personne a dit « Ah bon ?» Ça m'a étonné, on n'avait jamais dit ça. C'est comme ça. La fraternité ou le fratriarcat, d'ailleurs, ils ne pouvaient pas tolérer. Pourquoi ? Parce qu'on les aurait traités de débauchés, ce qui était le cas d'ailleurs déjà. Ils auraient invalidé la légitimité du renversement politique que ça. Alors, vous pouvez ne pas partager mon point de vue. Non, mais c'est une interprétation. Donc oui, c'est ça, voilà. Non, mais parce que c'est très intéressant. J'entends beaucoup de femmes dire la Révolution, vous voyez, on n'a pas intégré les femmes, mais elles ne se demandent pas si c'est possible politiquement d'avoir des revendications qui finissent par être antagonistes et qui alors évidemment, le rapport de force n'était pas en leur faveur, mais je pense que ces hommes-là ne faisaient pas, même quand ils en parlaient, une révolution généraliste de toute la condition humaine. Et c'est là où les femmes, en revanche, c'était un motif de discussion, je pense profondément. Et puis je dirais de Madeleine Pelletier, là où ça s'arrête, mais où ça confirme d'autres choses que vous avez dites, c'est qu'elle a aussi été une des femmes qui a été nettement contre le fascisme. Et elle a été une des premières, dans le voyage qu'elle avait fait, à voir toutes les limites de la révolution russe. Et c'était même pas des limites, c'était carrément
une inversion Mais ça n'a pas d'intérêt. Mais comme vous soulignez à chaque fois, mais ça serait peut-être dans la deuxième partie, je ne sais pas, où cet aspect pour Madeleine Pelletier sera évoqué. Je ne sais pas. Oui, quant à moi, j'ai jamais pensé que Simone de Beauvoir, qui s'était quand même beaucoup documentée sur beaucoup de choses, mais je pense que c'était une femme qui, quelque part, reproduisait elle-même ce qu'elle savait si bien souligner, c'est le mépris des femmes. Ça apparaît clairement au sujet des lesbiennes, alors qu'après tout, elle était une consommatrice même risquée de ce type de relation. Donc, je pense comme ça. Et quant à ce que vous dites sur la subjectivité, alors ça, c'est une des choses qui ruine le plus le mouvement féministe, que chacune veut y avoir l'interprétation du féminisme. Non, mais attendez, vous n'avez rien dit de ça, mais moi, je pense que dans un mouvement politique, revendiquer l'aspect individuel et subjectif, c'est quelque chose qui ne peut pas aller vers une cohésion sur un certain... Oui, mais toutes les révolutions... Et bien ça, c'est à discuter profondément pour le mouvement féministe. Toutes les révolutions signaient leur échec par méconnaissance de la subjectivité des individus. Non. Non et non, ça alors là, au moins on est au cœur d'un débat politique et qui est très actuel actuellement, parce que alors, que vous portiez justement. Non, je dire c'est un point crucial. Et à ce moment-là, vous allez dire par exemple, eh bien, une femme est libre si elle a atteint ce niveau de conscience et qu'elle est dans une situation politique où les femmes ont à juste titre moyen d'expression, elle va porter un foulard parce que c'est son choix en tant que femme. Non, mais vous dites rien de tout ça, mais je dis qu'il y a quand même un problème qui doit nous interroger c'est une vraie question. Sur la fragilité que nous apportons nous-mêmes à des mouvements politiques sur ce plan de la subjectivité. Voilà. Et je crois que ça apparaîtra demain. À mon avis, on aura certainement demain ce problème. Je reviendrai d'ailleurs demain. Oui, puisque tu es parmi les intervenantes. C'est très bien. Et j'irai aussi ceci, pas en zéro ni rien, c'est aussi une légitimité d'avoir une histoire. Le fait que l'histoire des femmes, à chaque fois, semblait passer dans des tunnels, si ce n'est d'oubli, ou enfin de non-apparition, eh bien, c'était un problème politique. On ne peut pas avoir une histoire sans être... Alors, quoi qu'on puisse penser de la domination, l'histoire, c'est un rapport de force. C'est-à-dire que c'est toute la légitimité du pouvoir politique actuel qui a besoin, lui, de cette légitimité et qui la façonne. Donc je ne vois pas ce que ferait l'histoire des femmes pour des gens qui niaient les droits des femmes. Et donc, aujourd'hui même encore, ça nous pose un problème. Regardez, moi je me... Attends, pas de désolée, je dois m'éclipser dans 10 minutes. Oui, moi aussi d'ailleurs, je n'ai même pas dû venir. Vas-y. Et puis, je remercie la citoyenne Anne Le Gall, qui est une grande spécialiste de la parité. Elle en a fait un livre... Et je voudrais rebondir sur ce que dit la citoyenne en question ici. Je le fais exprès. La citoyenne Amina, c'est de s'auto-flageller. Mais moi, je trouve que c'est une dénomination normale. De s'auto-flageller, de dire là, on n'a pas fait assez. Non, alors ça, et je rejoins la citoyenne. Mais c'est l'horreur, et tu fais le jeu de ceux qui nous divisent, citoyenne. Bon, Bernard Ravenel. C'est comme ça. On continuera demain sur tout ça. Non, c'est pas une question d'auto-flagellation. Bien sûr, vous en discuterez, Amina. Amina et Denis, vous en discuterez autour d'un pot tout à l'heure, là, parce qu'on va aller voir quelque chose ensemble à côté. Bernard. Oui, c'est bien qu'un homme se sacrifie. Oui, Pourquoi sacrifier? Une idée. On t'entend pas d'ici. Lève-toi, Bernard. Je t'entends pas, moi. Allez, vas-y. Simplement, je voudrais faire une remarque comme ça, un peu historique. Si on essaie de réfléchir sur l'évolution, disons, de l'émancipation. En Occident, surtout, je connais, le reste moins, on sait que l'émancipation de l'individu ou du collectif a commencé un temps en Angleterre, dès le XIIIe, ou c'est l'habeas corpus, pour le dire de manière très particulière, les droits civils, quelque part. Ensuite, il y a eu l'émancipation au niveau citoyen du XVIIIe siècle, au point de vue de l'idéologie politique, etc., et les droits politiques et la
ça a débouché sur la Révolution française. Et puis après, il y a la dimension au XIXe siècle sociale, la dimension de l'émancipation sociale. Ce que je vois, c'est que le mouvement féministe, à un moment donné, franchit ces 3 phases presque d'un seul coup. D'un seul coup, en quelque sorte, même au début du 19e, déjà, les femmes revendiquent à la fois leurs droits civils, bien sûr, leurs droits politiques et leurs droits sociaux. Et ça, je trouve que c'est assez impressionnant parce qu'au XIXe siècle, elles rejoignent le socialisme. Puisque Florent Tristan, et ensuite, bien sûr, Louise Michel, etc. Donc, la question que je me pose, en quelque sorte, c'est dans quelle mesure, finalement, l'évolution de l'émancipation des femmes débouche inévitablement, pas inévitablement, mais enfin, sur une perspective de société socialiste. C'est ça la question. Est-ce que l'émancipation des femmes sera nécessairement assurée dans le cadre d'une société socialiste et pas avant? Bon, je sais que le mouvement socialiste a été très perturbé par la revendication femme, les hommes encore plus, si on peut dire en même temps, mais c'est la question. Est-ce qu'une société socialiste, je dirais pas automatiquement, mais enfin, réalisera nécessairement, si j'ose dire, l'émancipation des femmes en même temps que l'émancipation des hommes, parce que les hommes s'émancipent grâce à l'émancipation des femmes. Ça, je le pense profondément. Mais c'est justement cette dialectique-là dont je voudrais avoir votre avis, en quelque sorte, là-dessus, parce que c'est la question de la modernité. La modernité, c'est ça. Donc, et je pense que ce qui se passe dans le monde arabe aujourd'hui, c'est un énorme problème, justement, qui caractérise l'accès à la modernité des femmes arabes aujourd'hui, de façon décembrée. Je laisse l'historienne professionnelle. C'est peut-être pas la droite, mais enfin, c'est un peu mon idée qui m'est venue dans le cadre de cette conversation, si j'ose dire. J'ai trouvé le film, d'ailleurs, j'ai encore appris des choses dans l'histoire, mais enfin, j'en apprends parce qu'on ne dit pas grand-chose dans les cours d'histoire sur l'évolution des femmes. Bon, on lève de gauche, si. On lève de gauche, croyez-moi, quand je sortais ça à mes élèves, surtout les jeunes filles et les jeunes beurs dans la classe pour leur dire, écoutez, il faut bien s'écouter les droits des femmes, et il y a des femmes qui sont battues, et là-dessus, ça provoque toujours un petit sursaut de conscience dans les classes, en particulier pour les garçons, y compris les garçons issus d'immigration, ça les interpelle très fortement. Et je crois que c'est nécessaire de l'enseigner. Vous voulez répondre sur le... C'est une vaste question aussi. Ouais. Alors, après, vous proposez, c'est pareil, une lecture, une conception de l'histoire, en fait, que là, vous projetez avec cette idée de modernité, par exemple, où il y aurait un mouvement de l'histoire qui arrive à cette modernité, ou un mouvement de l'émancipation générale qui passe par des étapes, avec des phases, etc. C'est pas mécanique. Oui, peut-être c'est pas mécanique. Mais je vous avouerai que moi, je suis plus dans une pensée de l'histoire qui est... où là, d'ailleurs, beaucoup d'historiens en ce moment essayent de re-questionner cette notion de modernité. Modernité depuis quel point de vue ? Depuis quel point de vue? Qu'est-ce qui définit la modernité? Est-ce qu'il n'y a pas des visions de la modernité conflictuelle? À partir de quand cet étendard est arrivé historiquement? À partir de quand on estime qu'il y a la modernité? Voilà. Donc c'est resituer un petit peu comment ce concept ça a été formé dans le temps, etc. Et puis aussi voir que peut-être que cette vision-là aussi qui a sous-tendu l'idée que l'Occident serait en avance et qu'il y a une marge du progrès, et que du coup il y a des pays en retard, qui doivent faire tout ce schéma-là qui a quand même largement imposé aussi des lectures impérialistes, fait que aujourd'hui on essaye de travailler pour essayer de comprendre, par exemple sur le féminisme, comment les luttes féministes de tel pays dans le monde va s'exprimer avec une histoire différente, un point de vue différent et une manière d'interroger la question de la notion de droit, la notion de liberté qui va résonner de manière totalement différente à cause de leur contexte, de leur histoire, etc. Et qu'au lieu de voir qu'il y a un modèle de liberté qui va leur s'imposer, essayer de
d'ouvrir en fait un vrai dialogue en fait sur ces questions-là. Donc vous voyez comment c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à votre question. Pas de vision linéaire. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de vision linéaire. Moi, je pense que le féminisme nous apprend à comme on le disait tout à l'heure, à vraiment une pensée de l'histoire excessivement discontinue. Et comme vous dites, faites de rapports de force sur la Révolution française. Je suis d'accord avec vous. Vous avez peut-être vous connaissez l'historienne Joan Landis, qui avait écrit que la Révolution française, pendant la Révolution française, la République s'était pas fait sans les femmes, mais contre les femmes. C'est-à-dire que pour se mettre en place, la République fraternelle avait besoin d'une extériorité qui se fondait sur l'exclusion des femmes. Alors ça a aussi fait pas mal de débats, cette proposition de Joan Landis. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte que peut-être que les hommes de la Révolution française, par exemple, ont instrumentalisé les femmes. C'est-à-dire qu'ils ont pensé les femmes non pas comme une finalité, mais comme une médiation. Ils ont voulu utiliser les femmes, et c'est pour ça qu'ils les ont éduquées dans les écoles publiques, pour asseoir la République, pour faire en sorte parce qu'elles vont éduquer leurs enfants, elles ont une influence sur, du coup, en tant que premières institutrices des hommes, comme ils disent, et donc il faut faire que les femmes soient au service de la République. Et après, quand il va avoir à nouveau le retour de la Restauration, on va vouloir que les femmes soient instrumentalisées au service de quelque chose. Et à chaque fois, cette vision que les femmes sont des instruments, sont des médiations, et non pas des individus en soi autonomes, voilà, et bien ça c'est vraiment quelque chose et qui traverse encore aujourd'hui. On utilise le féminisme pour faire quelque chose. Et je pense que ça fait partie des enjeux actuels qui est une quête du féminisme depuis longtemps, cette autonomie, mais à la fois du sujet et de la lutte aussi. Et voilà. Et par ailleurs, je voulais juste dire quand même sur la subjectivité, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en histoire aussi, cette question de subjectivation, dans le sens où moi ce qui me paraît le plus intéressant à voir dans les archives que vous avez travaillé, c'est aussi voir pas seulement des discours avec des revendications, etc., mais voir des sources comme des mémoires, des correspondances, où on voit des parcours de vie, mais aussi des cheminements intérieurs voilà. Et c'est comme ça, je pense, c'est par ce biais-là qu'on comprend finalement leurs revendications. Et voilà. Et je pense que c'est que dans le rapport à la domination, affirmer sa subjectivité, bon là pour le coup on débat, mais affirmer sa subjectivité, pour moi, ça c'est aussi en fait échapper à une catégorisation. Donc faire en sorte que je sois irrépressible. Je peux pas c'est pas possible de me mettre dans une catégorie. Je suis au-delà de ça parce qu'une subjectivité par essence ça déborde les cadres. Excusez-moi, moi c'est pas contradictoire. Je suis désolée, j'habite en très lointaine banlieue. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des projets en ce moment avant de partir? Alors oui, ou répondre à Bernard sur ce qu'il a. Oui, je travaille sur un projet qui risque de prendre du temps, qui est en fait l'histoire, c'est la guerre des sexes a-t-elle eu lieu? Et l'idée était de partir des grands textes de la Bible jusqu'au milieu du XXe siècle, et justement d'essayer de faire une histoire de comment les hommes et les femmes ont vécu ensemble. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous mille fois. Et désolée qu'il est à l'anglaise. Merci beaucoup. C'est les joies de la très très grande banlieue. On continue juste les deux mains qui se sont levées, puis je répondrai peut-être à ta question aussi, Bernard. D'accord. Et après, on va boire un pot de l'amitié. Alors, Martine, à bientôt. Lève-toi qu'on te voit et qu'on t'entende parce qu'on n'entend pas d'ici. Il y a un livre. Un peu d'attention. Il y a un livre magnifique d'une grande écrivaine algérienne qui s'appelle Aïssa Djebbar, Les Alouettes naïves, dans lequel Aïssa Djebbar raconte comment les femmes algériennes ont lutté avec les révolutions, enfin avec les gens les combattants du FLN, au risque de leur vie, en cachant des armes dans leur panier, etc. Et à la fin, on les a renvoyées à la maison. Et ça, c'est une chose assez récurrente, je trouve, au niveau historique. C'est-à-dire qu'on utilise les femmes, on leur fait miroiter qu'elles vont être libérées, et après, on les renvoie à la maison. On ne va pas écouter Bernard. Mais Bernard, elle répondait à ta question. Elle voulait te dire quelque chose sur ta question. Je veux dire, au niveau historique, il y a beaucoup d'exemples où les femmes ont participé à des luttes dans des tas de pays.
elles ont cru qu'après elles auraient leur libération, qu'elles auraient été reconnues comme des égales, etc. Et on les a renvoyées au foyer quand même. Donc Aïssa Djebar, dans Les Alouettes Naïves, le raconte. En Algérie, tu connais bien sûr. Les femmes algériennes, c'est le plus terrible. Voilà, exactement. Et donc, j'ai envie de donner la phrase d'Engels, les prolétaires, Engels ont toujours un sous-prolétaire, c'est leur femme, quoi. C'est-à-dire que après, il ne faut pas non plus évacuer ce problème de domination. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Masculine sur les femmes. Alors, attendez, sinon on ne s'entend plus. Moi, ce que je voudrais dire, Bernard, par rapport à la question que tu as posée, moi, je suis gênée dans la manière dont tu formules la question parce que d'une certaine façon, je la trouve un peu mécanique, un peu mécaniciste, si tu veux. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, tu l'inscris dans le schéma, on va arriver au socialisme, et est-ce que les femmes, leur émancipation, va s'inscrire dans le socialisme? La question, c'est que je pense que depuis les années 70, on a inversé le problème. C'est-à-dire qu'on a dit, il n'y aura pas de socialisme sans libération des femmes, sans émancipation des femmes. Hein? Donc, on a inversé la façon d'aborder le problème, c'est-à-dire que pour comprendre comment l'émancipation des femmes peut servir d'un point de vue de la lutte générale, il faut arriver à voir comment les féministes déconstruisent le socialisme pour mettre en évidence la part cachée qui empêche le socialisme pour une certaine... Enfin, moi, c'est comme ça que je le sens. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur tout ça. Alors, mais je pense que c'est la grande question que les féministes, aujourd'hui, d'ailleurs, essayent de travailler. Parce que quand on dit on n'est plus dans la phase où on veut l'égalité concrète, formelle, juridique avec les hommes, on veut être un des piliers du changement de société, puisque on considère qu'il y a 4 piliers en gros, hein, les idées de gauche, l'écologie, la lutte contre le racisme et le féminisme. Et que sans un de ces piliers intégrés, il n'y a pas de changement de société. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de se poser à chaque fois, dans tout ce qu'on fait, la question comment on introduit du féminisme dans la question de la lutte pour les retraites, la question du changement, disons de la structure de changement, de la question des rapports de pouvoir, la question de la question de l'organisation, quoi, hein, qui permet aussi la révolution et le changement. Et ça, tout ça, c'est en plein travail. Donc il y en a qui parlent de complexité, hein, comme notre ami qui est un des parrains de nos expériences ici. Mais je trouve que même dans cette complexité, elle n'est pas abordée sous l'angle même de l'approche du féminisme, par exemple. Non, c'est la question du concept d'aliénation qui est très utilisé aussi. Non, c'est fait. Je suis d'accord. Bien sûr. Alors, oui, vas-y, Gilles. Ce que je voulais dire. Encore un, puis après on va. J'ai 7, ça. Oui. Pour répondre à Bernard. Moi, la conception du socialisme que j'ai, c'est qu'on ne peut pas construire le socialisme qui est la libération des êtres humains, l'émancipation des êtres humains, si on coupe en deux l'émancipation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne peut pas y avoir de socialisme s'il n'y a pas l'émancipation de l'être humain, c'est-à-dire de l'homme et de la femme. S'il manque un pilier, ce n'est pas du socialisme. Les individus. Mais juste pour rebondir, parce que c'est une idée qui a été portée par les féministes. Alors il y a eu cette idée que le socialisme n'est pas réel, ça c'est Jeanne de Rouen, n'est pas réel s'il ne concerne pas les hommes et les femmes, hein, cette idée-là. Et puis pendant la Révolution aussi, il y a une idée que je trouve assez forte. Il disait que si les femmes n'accédaient pas au droit de vote ou à la liberté, à l'émancipation, il allait persister la féodalité dans les familles. C'est-à-dire que ça allait du coup détruire la Révolution et que ça allait être la part cachée de la tyrannie et du féodalisme qui va se faufiler, voilà, se masquer à l'intérieur des foyers pour saper la Révolution. Et je pense que ça, c'est vraiment une idée qu'on peut retrouver, et qu'on peut retrouver après, selon les combats, après ça va être le socialisme, l'anarchisme, enfin, avec toujours cette idée que le système est vrillé à la base, ce que vous dites, si on ne prend pas en compte l'humanité en son ensemble. Très bien, écoutez, je vous remercie de votre présence. Merci Caroline.